Bien, bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de Football Database, débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité footballistique du week-end. Et cette semaine, comme la semaine dernière, je suis en compagnie de Gildas. Salut Gildas. Salut, ça va Nathanaël? Ouais, ça va. Très bien, et toi? Ça va bien. Ah bah écoute, c'est génial, on va pouvoir débriefer un week-end chargé en termes d'actualité footballistique. Alors dans un premier temps, on va bien évidemment revenir sur la défaite de l'Olympique de Marseille dans cette course à l'Europe, cette course à la Ligue des Champions, pardon. On va voir si le vent tourne pas trop en ce moment à la défaveur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, dans notre débat du jour, on va s'intéresser au FC Nantes, qui pour le moment réalise quand même une saison plutôt correcte et même, à vrai dire, l'une de ses meilleures saisons depuis son retour dans l'élite en 2013. Et puis, en fin d'émission, on parlera d'un club de National 2 qui s'appelle le Gol FC et qui fonctionne plutôt pas mal. Mais pour le moment, Gildas, si tu le veux bien, on va revenir sur cette défaite de l'Olympique de Marseille qui perd des points précieux dans cette course à la Ligue des Champions, dans cette course à l'Europe. L'OM qui s'est incliné 1-0 sur sa pelouse face à l'AS Monaco. Et cette défaite a pour conséquence tout simplement la perte de la deuxième place de l'Olympique de Marseille au détriment de l'OGC Nice qui s'est imposé en fin de match face au Paris Saint-Germain dans un match assez spécial. Gildas, on a l'impression que cette équipe de l'OM à domicile, elle a du mal un peu, contrairement aux saisons précédentes où ça allait un peu mieux justement à domicile. Là, dans la dernière tiers du championnat, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le vent tourne pour cette équipe? C'est une équipe qui a du mal à faire la différence en ce moment, hein. Elle a vraiment beaucoup de mal elle a pas de marge à part les matchs, même dans les matchs en européens contre Karabakh, il y a eu des scores flatteurs, je dirais, dans les deux cas parce qu'ils étaient larges, mais en fait à chaque fois, surtout à l'aller, ça a été difficile. Et en Ligue 1, c'est très compliqué. On sent que peut-être les équipes adverses ont lu le jeu de Sampaoli et il a un petit peu de mal à s'en sortir. Par ailleurs, on sent aussi les effets de l'affaire Milik, la mésentente entre Arkadiusz Milik, qui est censé être un peu quand même la star offensive, compte tenu de ses précédentes saisons, sa carrière à Naples notamment et Amsterdam. Sa mésentente avec Sampaoli, à mon avis, cause des problèmes dans le vestiaire. C'est souvent ça, quand la star et l'entraîneur s'entendent mal, en général, ça se répercute dans le vestiaire et c'est ce qu'on sent. On a l'impression que c'est beaucoup moins serein sur le terrain, même s'ils ont fait une grosse première mi-temps. On sent qu'offensivement, Payet ne peut pas tout faire. Under est moins décisif. Voilà, on a l'impression que Guendouzi doit se démultiplier, mais c'est pas forcément son poste, son rôle. Donc c'est vrai que en ce moment, Marseille a du mal. À domicile, ils sont quand même effectivement, ils ont perdu. Non seulement ils ont perdu 4 fois, ce qui n'est pas rien, mais en même temps Nice aussi a perdu 4 fois à domicile. Par contre, ils ont gagné que 5 fois à domicile. Donc ça, c'est quand même c'est plus problématique. Alors c'est la meilleure équipe à l'extérieur, par contre, donc ils compensent un petit peu, juste devant Nice et devant le PSG. Mais c'est vrai qu'à domicile, dans un championnat où, avec le retour du public, il y a plus de victoires à domicile qu'à l'extérieur, c'est problématique. Par ailleurs, je rajouterais, pour terminer, que c'est aussi symbolique d'un championnat qui est très tassé parce que Marseille, qui est troisième, n'a que 7 points d'avance sur le dixième, Lens. L'année dernière, à la même époque, Lyon, qui était troisième, ils avaient 20 points d'avance sur le dixième. Donc, tu vois que c'est quand même très tassé et que même le dixième, Lens, n'est pas complètement décroché des places européennes. Donc, que ce soit Marseille ou Nice, il n'y en a aucun qui carbure vraiment et qui est très régulier, parce que Nice a perdu des matchs bêtement ces derniers temps aussi. Donc ils ont du mal, dès qu'une équipe est deuxième, elle a du mal à conserver sa deuxième place. Et ça profite au PSG qui fait pas une saison fabuleuse en termes de points non plus. Ouais, c'est clair. Saint-Germain, si on revient brièvement là-dessus. La saison dernière, là où les Parisiens n'avaient pas de chance, c'est que les Lillois, eux, de leur côté, assuraient, ce qui a justement apporté le titre aux Lillois et les Parisiens, voilà, étaient malheureux avec cette deuxième place. Là, c'est vrai que cette année, derrière, c'est, comme tu l'as dit, très, très tassé. Et on voit que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle n'arrive pas tout simplement à faire la différence par rapport à ses poursuivants qui sont au final juste derrière. Hein, cette équipe de l'Olympique de Marseille sent le souffle sur sa nuque de ses poursuivants. Et puis en même temps, quand on voit, comme on l'a dit, le bilan à domicile de cette équipe, c'est un peu quand même compliqué cette saison. En Marseille, pour le moment, c'est une victoire sur ses 6 derniers matchs à domicile, sachant qu'il y a 3 défaites et 2 matchs nuls. Et dans ces matchs-là, il y a des défaites face à des concurrents plus ou moins directs, on va dire, dans la course à l'Europe. Donc, c'est un peu
c'est vraiment très très compliqué, quoi. Et puis en plus, cette victoire de l'AS Monaco, elle est tout sauf anecdotique, puisque la dernière fois que Monaco s'est imposé à Marseille, bah, c'était en 2017, hein, et on se rappelle de ce match, une victoire 4-3 spectaculaire des Monégasques à l'époque, mais néanmoins, et ce sera ma question pour toi, Gildas, quand on regarde les derniers matchs que l'Olympique de Marseille aura joué à domicile, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'on a dans l'ordre Nice, qui sera probablement, pourquoi pas, une finale pour la deuxième place. Ensuite, on aura Montpellier, Nantes, Lyon et Strasbourg. C'est quand même assez costaud, non? Sachant le bilan de l'OM depuis le début de la saison à domicile. Est-ce que pour toi, justement, cette place en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe pourrait jouer justement sur ces matchs-là? Bah, surtout contre Nice, hein, je dirais, parce que cette année, il y a quand même un gros contentieux entre les deux clubs, hein. On le sait depuis le début de la saison, le match aller avait causé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, Nice a un point de moins, ça on l'oublie aussi, hein. C'est depuis cette affaire-là. Nice a 2 points d'avance, mais ils en ont un de moins à cause de cette affaire. Donc le match aller avait été extrêmement houleux, on le sait. Il y a eu aussi la nette victoire en Coupe de France de Nice contre Marseille. Donc il y a un contentieux entre les deux clubs. Et Marseille-Nice, si Marseille n'arrive pas à gagner ce match-là, si Nice gagne à Marseille, ça va être très difficile pour Marseille de s'en remettre, même psychologiquement, parce qu'encore une fois, on sent ils sont pas à fond dans la tête. Enfin, on sent ils sont pas sereins. Donc, s'ils perdent ce match contre Nice, ultra important. Après, les autres matchs contre les grosses équipes, hein, c'est vrai, il y a Strasbourg, voilà, il y a d'autres équipes qui sont très difficiles à manier en ce moment. Ça va être compliqué. Après, ils vont pas perdre tous leurs matchs non plus à domicile. Ils vont se reprendre. Ils savent aussi qu'ils ont quand même un objectif à réaliser et qu'il est loin d'être réalisé. Et ils ont quand même de l'expérience. Ils ont de la qualité, donc ils peuvent se reprendre. Mais moi, je pense que le match clé, ça va être Nice. Ça va vraiment être Nice. Et pour Nice aussi, hein, d'ailleurs. Même si Nice a un petit peu d'avance. Donc, ils peuvent se permettre à la limite de perdre. Mais il faut pas oublier que la deuxième place est directement qualificative pour la Ligue des Champions et pas la troisième. Donc ça peut, c'est pour un point, vous pouvez perdre des dizaines de millions d'euros de. Enfin, vous voyez, c'est un match extrêmement important et c'est une place extrêmement importante pour les deux clubs et surtout pour Marseille. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu l'as rappelé, hein, la deuxième place elle est directement qualificative pour la Ligue des Champions. La troisième place, elle dépendrait de la qualification des deux finalistes de la Ligue Europa via leur championnat respectif. Donc, il faudrait voir qui se retrouve en finale de Ligue Europa. Si c'est l'Olympique Lyonnais et que l'Olympique Lyonnais n'est pas sur le podium en fin de saison, ça risquerait d'être compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de l'Olympique Lyonnais, eh ben, Lyon ira justement sur la pelouse de l'OM, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, mais ça arrivera surtout à la 36e journée, à un moment ultra crucial. Donc peut-être qu'à ce moment-là, les dés seront déjà jetés pour les deux équipes, ou bien au contraire. Et je pense qu'on se trouvera dans ce cas de figure-là, au vu de la densité justement dans ce championnat en termes de points. Et vu dont c'est serré, je ne pense pas que Marseille aura énormément de points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Mais comme tu l'as dit, oui, ce qui sauve l'Olympique de Marseille, entre guillemets, pour le moment, c'est son bilan à l'extérieur, hein, où Marseille cartonne et Marseille prend plus de points. C'est important dans une lutte au podium, mais il faut aussi assurer des points à domicile et qui plus est face à des adversaires directs. Là, Marseille a perdu 4 fois, il reste encore 5 ou 6 matchs à domicile, alors que sur tout l'ensemble de la saison dernière, Marseille, justement, n'avait perdu que 4 matchs à domicile. Donc, ça prouve une fois de plus que ça pêche un peu dans ce registre-là. À voir aussi comment ils vont pouvoir le coupler avec la Conference League, parce que voilà, ça reste aussi une compétition. Je pense que l'Olympique de Marseille peut prévoir de gagner. Hein. C'est pas impossible, surtout au vu des équipes qui restent. Mais ouais, il va vraiment, vraiment, vraiment falloir faire attention pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Oui, complètement. Et c'est vrai que le match de Lyon va être extrêmement important aussi, mais comme tu l'as dit, c'est dans longtemps. Enfin, c'est dans 9 journées. Donc d'ici là, peut-être que Lyon sera revenu ou pas dans la course, hein, parce ils sont pas loin en termes de points, mais il y a beaucoup d'équipes entre les deux équipes, puisque Lyon est 9e. Donc c'est vrai qu'ils ont que 6 points d'écart, mais il faut dépasser tout le monde, donc c'est pas simple. Lyon non plus n'est pas encore très régulier. Marseille a intérêt déjà à avoir battu Nice et puis à avoir gardé un bon rythme d'ici à ce match-là, et peut-être qu'il sera presque sans enjeu finalement, ou pas, effectivement.
Et comme tu l'as dit, il reste 5 matchs à domicile. Ils ont pris 27 points à l'extérieur et 20 points à domicile seulement. Donc effectivement, ils vont compter là-dessus. Marseille, il leur reste 6 matchs à l'extérieur, donc ils peuvent finalement espérer garder un bon rythme. Mais ça dépend aussi de Nice, aussi, parce que Nice est devant. Et si Nice garde un bon rythme, là, on sent ils sont un peu repartis. Donc à voir. C'est très très incertain. Vraiment, le haut de tableau, là, c'est très très incertain. Ouais, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je vous invite à revisionner nos précédentes émissions où justement, avec Arnaud, on a essayé de se mouiller afin de prédire bah, justement le top 3. Hein. C'est un peu compliqué. Bon, évidemment, le Paris Saint-Germain sera forcément sur le podium, mais pour les autres équipes, c'est un peu moins sûr, sachant il y a Rennes aussi qui revient bien, et ce qui est, bah, disons, un peu dommage pour l'OM, qui peut-être fait la mauvaise opération de la première partie de tableau, c'est que bah, Nice, Rennes, Strasbourg, Nantes, Lille, Monaco, Lyon ne perdent pas sur cette journée-là. Donc ça prouve quand même que le rythme est quand même assez soutenu. Et d'ailleurs, justement, ça va me permettre d'enchaîner sur le débat du jour, puisqu'on a évoqué Nantes, qui s'est imposé 2-0 face à Montpellier, qui n'est pas une petite performance, hein, parce qu'on sait très bien que Montpellier, c'est toujours très compliqué à jouer, très compliqué à gérer. Et cette équipe nantaise, ben, on regarde sa saison, tout se passe très bien. Sixième de Ligue 1 actuellement, qualifié pour la Coupe de France. Gédas, pour toi, cette équipe, est-ce qu'elle joue à son niveau ou est-ce qu'elle a le régime? Moi, je pense que c'est un peu entre les deux. Je pense que c'est un peu entre les deux. Alors, tu parlais de Montpellier. Montpellier, ils sont 18e sur les matchs retour. Donc, c'est vrai c'est une équipe qui est toujours difficile, mais ils font une très mauvaise phase retour. Ils ont beaucoup de mal. Ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu plus prenables. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle performance. Nantes est très performant à domicile. Je pense qu'ils sont un peu entre les deux. L'année dernière, je pense que aussi mentalement, c'était compliqué parce qu'il y a eu, je sais pas combien, il y a dû y avoir 3 changements de coach sur la saison dernière. Il y avait beaucoup de problèmes avec le président Kita, qui était très présent. Il y avait des problèmes avec les supporters. Le fait que Camboire soit de Nantes, c'est pas forcément une assurance parce qu'il y a eu d'autres entraîneurs. Der Zakarian aussi était de Nantes et bon, ça marchait en même temps, mais au final, il a quand même été viré. Antoine Camboire, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, il avait vraiment une image de pompier de service. Et là, il est un peu plus dans la construction parce que là, il a entamé la saison pour une fois. Et ça se passe bien. Après, quand on voit leur effectif, il n'a pas changé. Il n'y a pas vraiment eu de recrue marquante l'été dernier. Mais il y a des joueurs qui ont progressé. On voit Alban Lafont qui fait la meilleure saison de sa vie, qui est peut-être, en tout cas, il est dans le top 2 ou 3 des gardiens de Ligue 1, peut-être le meilleur gardien de Ligue 1. Il y a très peu d'arrêts de gardiens sur penalty cette saison, j'ai regardé. Il a arrêté 2 de ses 3 penalties. Il n'y a que 2 autres gardiens qui ont arrêté un seul penalty cette saison, c'est Gaëtan Poussin et Rajkovic. Donc, il est extrêmement performant. On l'a vu contre le PSG il y a deux journées. Donc ça, déjà, c'est important parce que du coup, Nantes a une très bonne défense. Enfin, pas que grâce à ça, mais parce qu'ils ont d'autres joueurs. Mais effectivement, un gardien rassurant dans les buts, ça aide toujours. Et ils ont révélé des joueurs comme Quentin Merlin. Ça fait longtemps que Nantes n'a pas sorti de bons jeunes de son centre de formation. Il y a Colomboigny, puis il y a Quentin Merlin. Blas est très bon. Colomboigny, j'en ai parlé, il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. Il est à 10 buts, il en était à 9 sur toute la saison dernière. Donc les joueurs ont progressé. Est-ce que c'est grâce à Comboiré? C'est possible. En tout cas, il leur a sûrement rendu ou donné de la confiance, sans forcément les rendre meilleurs. Mais bon, c'est aussi une question de contexte mental, général. On voit moins Kita cette année et je pense que ça joue. Et puis bon, voilà, travailler dans la sérénité, ça aide. Et encore une fois, comme j'ai dit, comme c'est très serré en haut, le niveau de points est peu élevé. Et donc, si vous avez une bonne série, ben, vous grimpez très vite. Donc, cette équipe est intéressante. Et elle est très forte à domicile, très difficile à prendre à la Beaujoire. Et Paris est venu perdre, Montpellier est venu perdre. Donc c'est costaud et ça fait plaisir de les voir à un certain niveau. Ils peuvent rêver pour une place européenne, même en dehors de la Coupe de France, qui pourrait leur assurer cette place en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. L'équipe nantaise a réalisé, comme on l'a dit, une saison bah, peu ordinaire, ou du moins qui sort un peu de ses standards habituels. Comme tu l'as dit, c'est certainement dû à peut-être plus de stabilité en interne, où voilà, on voit un peu moins le président, où on a fait le choix d'Antoine Comboiré, qui, bah, au-delà de son rôle de sauveur, bah, est vraiment là pour faire passer un step à cette équipe. Hein. D'ailleurs, Antoine Comboiré, depuis qu'il est arrivé à Nantes, c'est 45,8% de victoire.
C'est le meilleur taux depuis Sergio Conceição en 2016-2017. Et encore, Sergio Conceição a dirigé moins de matchs qu'Antoine Comboiré à l'époque, puisqu'il était arrivé en cours de saison et il n'avait pas continué, puisqu'il avait décidé de partir du côté du FC Porto, où ça se passe très très bien pour lui actuellement là-bas. Antoine Comboiré aussi, c'est un coach qui a déjà montré qu'en Ligue 1, il était capable de finir dans la première partie de tableau. On le rappelle, en 2011, il avait fini quatrième du championnat avec le Paris Saint-Germain. Alors, une toute autre équipe que l'équipe nantaise, sans manquer de respect à cette équipe nantaise, mais le PSG 2011, c'était quand même un peu plus costaud, je pense qu'on serait tous d'accord pour le dire. Paris avait fini avec 64 points. En 2009, aussi à la tête du PSG, il avait fini sixième avec 60 points. Aujourd'hui, Nantes, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. C'est 1,07 buts encaissés par match. Donc, c'est une équipe qui est vraiment très, très solide défensivement. Néanmoins, je serais un peu plus catégorique que toi, Gildas, en disant que j'aurais quand même tendance à penser que cette équipe joue peut-être un peu au-dessus de son niveau. Peut-être qu'elle est en sur-régime. Alors, c'est dû aussi à la bonne dynamique. Hein. Forcément, je pense que le parcours en Coupe de France aussi tire toute l'équipe vers le haut. Nantes qui sera en finale de Coupe de France, c'est une première depuis 2000. Donc, c'est vraiment pas anodin. Je pense qu'il y a aussi tout cet engouement qui joue. Peut-être aussi le retour du public à 100%, qui pousse son équipe à domicile et qui fait en sorte que cette équipe, aujourd'hui, c'est la troisième équipe à domicile et la cinquième du classement sans retour. On le rappelle, hein, Nantes, la saison dernière, s'est sauvée dans les derniers instants du championnat en ayant inscrit 37 points au total. Là, aujourd'hui, Nantes est sixième avec 42 points. Donc, l'ascension, elle est vraiment fulgurante et les progrès sont vraiment extraordinaires. Néanmoins, est-ce que Nantes aussi ne surfe pas sur la bonne dynamique de la fin de saison dernière? Il faudra voir comment ça se termine pour la fin de saison. Dans tous les cas, personne n'en voudra à Nantes si Nantes est moins performant en fin de saison. Moi, je pense que la saison, elle est déjà réussie. On parlait de Randal Colomani aussi, qui réalise une excellente saison. Randal Colomani ne sera plus là la saison prochaine, puisqu'il s'est engagé avec l'Eintracht Francfort donc, jusqu'en 2027. Donc, il ne sera pas là. On verra comment Nantes aussi va pouvoir remplacer numériquement son joueur. Mais voilà, tous ces éléments quand même font dire que cette équipe nantaise, bien qu'elle soit quand même intéressante, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense quand même que cette équipe nantaise, dans les moments cruciaux de cette saison, plus le début de saison prochaine, je pense qu'on aura un peu plus de réponses par rapport à ça. Mais pour moi, en tout cas, pour le moment, cette équipe, elle surperforme un peu. Ouais. Disons que je suis pas sûr qu'elle surfe sur la saison dernière. Je pense que la saison dernière, ça les a aidés, mais ils ont pas toujours été à ce niveau-là cette saison. La majorité du temps, ils ont plutôt été entre la 10e, 10, 12e place, 8e place. Et c'est la première fois qu'ils sont aussi haut au classement cette saison. Donc ça veut dire que je pense qu'effectivement, ils sont partis de zéro. Au début, ils étaient plutôt en milieu de tableau, et puis progressivement, ils ont pris confiance. Et là, je pense que ça s'est fait plus cette saison, cette prise de conscience et prise de confiance en eux. Le fait que voilà, ils avaient des qualités. Je pense que c'est plus cette saison qui s'en sont rendus compte, parce qu'ils n'ont pas forcément fait une très grosse fin de saison dernière. Hein. Ils ont juste pris les points qu'il fallait, mais au final, ils finissent de justesse. Même le barrage contre Toulouse, ils avaient eu réussite. Donc, même en fin de saison, ils étaient pas fabuleux. C'est plus cette année qu'ils ont pris confiance en eux. Ils ont encore une fois aussi profité du fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas à leur niveau, parce qu'ils sont quand même devant Lille, devant Monaco, devant Lyon, même devant Montpellier, sans parler de Bordeaux et Saint-Etienne évidemment, mais donc ils sont quand même devant des équipes qui ont des ambitions européennes, mais de très peu. Donc c'est très très serré. Effectivement, s'ils perdent 2-3 matchs, ils risquent de rechuter. Donc de toute façon, ça, on le saura malheureusement, c'est un cliché, mais on le saura qu'en fin de saison, si Nantes est vraiment à sa place, à la 6e place. Mais en tout cas, c'est sûr que la Coupe de France doit les porter, et Camboiré doit y contribuer. Cette équipe nantaise me fait penser à Nice, avec pas le même talent devant, mais c'est une équipe qui est très solide, qui base ça, parce que Nice est la meilleure défense du championnat. Donc Nantes aussi, une équipe qui base avant tout son jeu sur un axe solide, avec des latéraux rapides et des attaquants rapides avec Colo, avec Simon, etc. Donc c'est une équipe de Ligue 1 finalement assez classique qui réussit, c'est-à-dire avec un bon bloc bien fermé, avec de bonnes contre-attaques, avec un Ludovic Blas aussi qui fait beaucoup de différence. Tu parlais de Colomiani qui vont perdre. C'est vrai que ça va être difficile de le remplacer, surtout de trouver son profil. C'est pas simple.
Ils vont sans doute, à mon avis, aussi devoir trouver un remplaçant à Ludovic Blas parce que vu ses performances, ça va être difficile de le garder et je suis pas sûr que leurs finances leur permettent de résister à une bonne offre. Donc, s'ils perdent ces deux joueurs qui sont leurs deux meilleurs joueurs offensifs, ça va être très très difficile, à moins de faire une très bonne pioche en termes de recrutement ou dans le centre de formation. Sinon, ils vont avoir du mal à remplacer ces deux joueurs-là. Donc, on peut être plus inquiet pour la saison prochaine. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Mais c'est l'autre, ce genre de club qui ne roule pas sur l'or et qui, dès qu'il y a un joueur qui performe, doit reconstruire l'année suivante. Ouais, bien sûr. Et puis, ce qui est d'autant plus, on va dire, dommage pour cette équipe nantaise, c'est que Ronald Colomani s'engage librement avec l'Eintracht Francfort. Donc, malheureusement, il n'y aura pas d'indemnité de transfert pour le club de Nantes. Et alors que je pense que Randall Colomagnon, en termes de potentiel, il y avait quand même moyen d'en tirer quelques millions d'euros. Mais oui, dans tous les cas, cette équipe nantaise, je pense que ce serait quand même déjà quelque chose d'exceptionnel de les retrouver en Coupe d'Europe. Hein. C'est pas arrivé depuis très longtemps. La dernière fois que Nantes a joué une Coupe d'Europe, c'était saison 2001-2002, c'était la Ligue des Champions. Sinon, l'Europa League, c'était un an avant, saison 2000-2001. Donc, la victoire en Coupe de France peut être aussi une fenêtre plus simple hein, pour tout simplement la participation du club nantais en Ligue des Champions. Il faut aussi préciser que Nantes, en ce moment en Ligue 1, elle est au classement des équipes du moment, c'est tout simplement le leader, avec 4 victoires, un nul, une défaite en 6 matchs, donc devant Paris, devant Marseille. C'est une équipe qui, comme tu l'as dit, hein, je pense, et c'est ce qui fait aussi la force de Nantes, et quelque part, c'est pour ça que, même si je pense que cette équipe surperforme, j'accorde quand même pas mal de crédit à Antoine Comboiré, au potentiel de l'équipe. C'est que c'est une équipe qui est quand même sûre de ses forces, qui s'applique d'abord à bien défendre avant de très bien attaquer, même si elle est capable de se créer pas mal d'occasions et de marquer pas mal de buts, comme ça peut être le cas justement à la Beaujoire face au Paris Saint-Germain. Mais oui, dans tous les cas, cette équipe nantaise, la voir à cet endroit-là du classement, pour le moment, c'est vrai que c'est un peu surprenant et que c'est aussi dû, disons, mauvais début de saison, au passage à vide. Des équipes comme Lille ou Lyon depuis le début de la saison, je pense que ça joue pas mal. Cette équipe nantaise, et ça fait 3 mois maintenant à peu près, hein, depuis le 12 décembre, qu'elle est dans la première partie classement. Avant, elle oscillait voilà, entre la 9e, 10e, 11e, 14e place. Là, maintenant, l'équipe s'est stabilisée dans la première partie de tableau. Donc, c'est aussi la preuve qu'il y a de la constance et de la continuité au sein de cette équipe. Mais si je devais te demander à peu près pour toi, où est-ce que tu les vois à la 38e journée, tu penses qu'ils seront à quelle place? C'est difficile. Je pense que ça dépend beaucoup des gros clubs qui sont derrière eux aussi. Parce que Lille, Lyon et Monaco, ils ont des deadlines à respecter, ils ont des objectifs à respecter. Monaco a gagné à Marseille, c'est quand même un gros résultat pour eux. C'est un match très important parce qu'ils étaient en train d'être décrochés pour la place pour l'Europe. Lyon aussi, évidemment, vise le podium, donc ils doivent absolument gagner. Sans parler de Lille qui est champion, mais ils ont moins de pression paradoxalement que Lyon et Monaco, mais je pense qu'ils voudraient quand même être européens. Donc, si ces clubs-là font une grosse fin de saison, bah, Nantes va avoir du mal à conserver sa 6e place. Par contre, si ça reste toujours aussi irrégulier, je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. Ils sont sur une bonne dynamique. Il reste 11 journées, c'est court. Donc, ils peuvent très bien continuer. S'ils restent solides, avec toujours une certaine efficacité devant, ils peuvent tout à fait finir dans les 6 premiers, je sais pas, parce qu'il y a quand même, c'est quand même costaud, mais dans les 8-9 premiers, sans problème. Après, encore une fois, ça dépend des gros clubs derrière qui, eux, sont affamés et qui veulent absolument finir en tête. Ils ont moins de talent offensif que ces équipes-là. Ils sont par contre plus solides. Donc, c'est compliqué de faire un pronostic. Moi, je pense que c'est possible, mais ça dépend pas d'eux, à mon avis. Ouais, je partage je partage aussi ton avis. Je pense que déjà, si Nantes arrive à égaler sa performance de la saison 2016-2017, justement, sous Sergio Conceição, où le club termine 7e de Ligue 1 à 51 points, ce sera même une très bonne chose. Même si Nantes termine en dessous de la 7e place, mais dépasse ce record de points qui est tout simplement son meilleur bilan depuis son retour en Ligue 1, ce serait une bonne chose. Mais oui, il faudra voir aussi ce que font les gros, sans oublier aussi des clubs comme Strasbourg, qui sont toujours là et qui, pour le coup, Strasbourg est
machine à but plus ou moins. Donc il va falloir, euh, il va falloir surveiller ça de tout près. Merci pour ce débat du jour, Gildas. On va conclure notre émission avec voilà, le focus du jour sur le Gaulle FC. Alors, le Gaulle FC, c'est un club qui évolue en National 2, hein, dans le groupe C. Le Grand Ouest Association Lyonnaise FC est un club qui existe depuis 2020, si vous ne le connaissez pas. Alors, c'est une fusion de plusieurs clubs de la région lyonnaise. Hein, donc, techniquement, les entités qui composent ce club existent depuis très longtemps. Néanmoins, voilà, l'appellation Gaulle FC existe voilà, depuis 2020 et on se rend compte que c'est un club qui domine tout simplement sa poule de National 2. Tout se passe bien pour le moment. Gildas, au final, est-ce que ça peut faire partie des équipes qu'on retrouvera la saison prochaine dans le championnat national? Un championnat, une fois de plus, qu'on rappelle très, très, très disputé. Bah, oui, ils sont bien partis, en tout cas, ils sont bien placés. C'est intéressant ce genre de club parce que, comme tu l'as dit, c'est une fusion de 4 clubs de la banlieue lyonnaise, notamment le Mont d'Or. Il y avait le Mont d'Or, il y avait, je ne sais plus quel autre club. Ce qui est intéressant, c'est que la fusion de ces 4 clubs a fait que c'est devenu le club qui possédait le plus de licenciés en France. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Dans cette région, comme le football français a cette particularité, c'est que quand il y a un gros club dans une ville, il n'y en a pas d'autres. Parce que ce qu'on ne voit pas ailleurs, on voit ça à Paris, on voit à Lyon, à Marseille. À Lyon, le deuxième club lyonnais, c'était la Duchère qui a jamais dépassé le national. C'est intéressant de voir un autre club lyonnais émerger à ce niveau pour concurrencer justement la Duchère qui est devenue le Lyon SC d'ailleurs. Et ce club a accueilli des stars quand même ces dernières saisons. Ils ont vu les derniers matchs de Ludovic Giuli et de Sidney Govou, donc d'anciens Lyonnais. Ils se basent d'ailleurs beaucoup sur. Alors c'était pas le Gaulle FC, hein, justement, c'était le Mont d'Or, mais ils jouent au stade Ludovic Giuli, donc il y a quand même un lien entre les clubs. Et ils ont été contents de son passage, manifestement. Donc, c'est intéressant de voir comme ça ces clubs s'associer pour faire une grosse entité. Bon, même leur entraîneur, c'est un ancien pro aussi, Jamal Alioui, qui a joué un peu partout. Il a joué en Italie, il a joué à FC Sion, il a joué à Metz. Il a été formé à Lyon, donc c'est aussi un enfant du football lyonnais. Et donc, ce serait intéressant de voir un nouveau club émerger en national. Et comme tu l'as dit, c'est un championnat qui est très difficile parce que c'est un championnat qui est semi-pro. Donc, les clubs pro, ils descendent, ils peuvent pas garder longtemps leur statut pro. Et les clubs amateurs aussi, c'est très compliqué pour eux pour rivaliser. Donc, il va falloir qu'ils aient les reins solides pour réussir. Mais c'est quand même une grosse région de foot, donc il y a la place derrière l'Olympique Lyonnais, donc pourquoi pas, ça serait intéressant de les voir émerger à ce niveau-là. Évidemment, la région lyonnaise qui est un des plus gros viviers du football en France. D'ailleurs, ça permet de vous rappeler que sur le site, vous pouvez retrouver un article sur le 11 type des joueurs issus de la région parisienne. Je vous rassure, le 11 type des joueurs issus de la région lyonnaise arrivera très vite et sera aussi tout aussi compétitif que celui de l'Île-de-France. Mais je te rejoins tout à fait sur tout simplement l'image du club. Gildas, comme tu l'as dit, c'est un club dirigé par des Lyonnais, où les joueurs sont lyonnais, ou du moins la plupart des joueurs de l'effectif actuel ont été formés dans la région. Il me semble qu'Anthony Réveillère aussi est directeur sportif du club. Donc voilà, on sent vraiment cette patte lyonnaise tout autour du club. Et puis oui, sportivement, tout se passe bien hein, pour le Gol FC. Ils n'ont plus perdu un match depuis septembre 2021 en championnat. C'est aussi la meilleure attaque et la meilleure défense. Donc sportivement, il y a quasiment rien à dire. Hein. Je pense que le club se dirige, pourquoi pas, vers une montée nationale, sauf catastrophe. Du moins, on ne leur souhaite pas. Et puis, même quand on s'intéresse aussi un peu à l'effectif, on voit qu'il y a quelques noms quand même intéressants, au-delà du coach que tu as cité, Gildas, Jamal Alioui, qui est un ancien international marocain. On a Sébastien Faure, un défenseur central formé, lui aussi à l'Olympique Lyonnais. Donc, on a toujours voilà, cette petite passerelle entre l'Olympique Lyonnais et le Gol FC. Sébastien Faure aussi qui a joué chez les Rangers à une époque où, si tout le monde se souvient, les Rangers avaient été rétrogradés en 4e division écossaise. Et Sébastien Faure a contribué justement à la remontée
du club des Rangers de la D4 à la D3, ce qui n'est pas rien. On a aussi Yadi Diarra qui est un international mauritanien. Donc voilà, on a quand même de la qualité. On peut aussi citer Nicolas Belvito, vétéran de l'équipe, mais qui est passé par Dijon et Créteil en Ligue 2 et qui a un fort parcours aussi en national. Donc il y a de l'expérience, on a la structure. Je pense que tous les éléments sont réunis justement pour que ce club puisse, à défaut de monter, je ne sais pas, mais cette année, mais pourquoi pas les années prochaines, etc., se structurer pour devenir un club professionnel à part entière dans la région. Ça ferait Lyon, et pourquoi pas le Gol FC. Pourquoi pas? Après, c'est très difficile. Il y a des clubs qui ont fait la montée directe, mais c'était souvent des anciens clubs un peu historiques du football français, Strasbourg, Valenciennes. Il y a Bastia aussi. Pour les nouveaux clubs, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de créations de clubs qui réussissent pas forcément au final. On se rappelle, on a parlé la semaine dernière de Thonon. Il y a Lévian Thonon-Gaillard qui avait aussi fait une montée comme ça et puis qui sont pas vraiment remis. Donc c'est très difficile de monter très vite. C'est super sur le moment, mais le problème c'est qu'il faut avoir les structures financières et général l'entraînement, tout ça, les stades d'entraînement. Est-ce qu'ils les ont? Alors ils sont à Lyon, donc a priori ils devraient trouver ça facilement, mais c'est leur chance. Leur chance, c'est d'être dans une grosse métropole, mais leur malchance, c'est d'avoir un très gros club à côté qui prend toute la place. Et comme j'ai dit, en France, c'est pas forcément dans la culture d'avoir deux clubs dans une grosse métropole. Mais j'ai jamais compris vraiment pourquoi ça pouvait pas le faire. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a d'autres clubs à Lyon, Lyon Métropole, qui rêveraient de ça aussi, hein, parce que voilà, c'est une très très grosse métropole. Il y a beaucoup de clubs, comme en région parisienne. Donc pourquoi pas, il y a aussi Bourg. Alors si on regarde au plus large, tu parlais de Saint-Étienne, il y a aussi Bourg-en-Bresse aussi qui est plus ou moins dans la même région, hein, qui vivote aussi entre la Ligue 2 et le National. Donc c'est quand même très compliqué de percer. Alors, devenir professionnel, oui. Après de réussir sur la durée, c'est plus dur. Il faut des investissements, mais il faut aussi il faut vraiment avoir les reins solides. Il faut avoir les infrastructures financières et techniques pour y arriver. Après, ils ont des anciens joueurs, effectivement, Réveillère, c'est un gage de sérieux. Donc pourquoi pas, ils ont autant de chances que d'autres. Mais on voit par exemple Bastia, ils ont du mal cette année en Ligue 2 quand ils sont remontés. Donc c'est pas si simple de se maintenir en Ligue 2, c'est un championnat très compliqué pour les promus. C'est rare finalement qu'ils brillent. C'est vrai. On suivra avec les performances du Gol FC. Quoi qu'il en soit, je te remercie, Gildas, une nouvelle fois pour ce débrief fort sympathique. Mais je t'en prie, c'était un plaisir aussi. Et ben, vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les statistiques que nous avons évoquées sur notre site, footballdatabase.eu. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, footballdatabase.eu, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun débrief du week-end. On revient sur l'actualité, tout simplement, de ces derniers jours. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose, Gildas. Eh ben, c'est un plaisir. Et là, on va avoir une très grosse semaine de Coupe d'Europe, donc on a hâte. Et puis, vivement la reprise du championnat aussi la semaine prochaine. Et au plaisir de refaire cette émission avec toi. Écoute, merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, le retour de la Ligue des Champions et des compétitions européennes. Et on suivra la qualification ou non du Paris Saint-Germain. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Au revoir.